Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur la commission de sécurité. Je pense qu'on va encore laisser une petite minute aux derniers participants pour se connecter tranquillement. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Il y a un chat en ligne à votre disposition en bas à droite. Donc, je vous laisse me dire si c'est tout bon pour vous. Son et image nickel, super, merci. Parfait. Si vous avez quelques soucis pendant la présentation, des bugs, n'hésitez pas à réactualiser votre page. En général, ça devrait reprendre son cours. Super. Bon, je pense que c'est tout bon. On va attendre encore un petit peu et puis on va lancer le webinaire. Ok. J'ai que des bons. Super. Bon, c'est parti. Rebonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être avec nous. Je suis Marion Fournel, responsable marketing et communication chez Batifire. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire aux côtés de lieutenant Simon Ruby. Donc, je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous, lieutenant Simon Ruby, je suis préventionniste au SDIS 73 depuis 5 ans et auparavant dans mon cursus de sapeur-pompier, j'ai exercé pendant 17 ans à la BSPP, dont 5 ans également au bureau prévention de la brigade. Voilà, ce qui me donne deux visions, deux manières de travailler sur deux départements différents. Et pour le coup, on le verra aujourd'hui, les fondamentaux sont identiques, qu'on soit en Savoie ou sur Paris, sur la manière de préparer les commissions de sécurité. Donc, on y reviendra. Super. Alors, comment va se passer du coup le webinaire Le webinaire va durer environ 45 minutes et vous pourrez du coup à tout moment poser vos questions dans le chat. Ça rendra le webinaire un peu plus interactif. Voilà. Donc, écoutez, Simon, je vous laisse commencer. Donc, sur le programme de la matinée, des 45 minutes qu'on a pour traiter ce sujet, on verra les différentes commissions, les différentes visites, les bonnes pratiques, c'est la partie sur laquelle on va passer plus de temps, la partie responsabilité et sanctions, et on a ajouté une partie sur les demandes de dérogation, puisque dans certains cas, ça peut être judicieux en fonction du type d'établissement que vous gérez ou dans lequel vous travaillez, de savoir comment on demande des dérogations à la commission de sécurité pour pouvoir avancer dans son établissement lorsque on peut pas tout faire rentrer dans les cases du règlement de sécurité. Donc, il y a pas mal de diapos. Sur certaines, je vais aller volontairement un peu plus vite. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires, mais c'est pour qu'on puisse essayer de tenir ce délai de 45 minutes tout en ayant le temps nécessaire pour répondre aux questions de tout à chacun. Pour préparer la commission de sécurité. Donc déjà, pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a différents types de commissions. La sous-commission consultative départementale de sécurité, c'est en général la commission qui gère les établissements d'une manière plus particulière sur les IGH, les ERP du premier groupe, et qui émet aussi des avis sur tout ce qui est permis de construire et demande de dérogation ou autorisation de travaux. Après, on peut y avoir des commissions de sécurité d'arrondissement, des commissions communales de sécurité. Tout ça, ça va être régi par un arrêté préfectoral. Donc, pour vous, en tant qu'exploitant, quel type de commission se déplace à la limite dans votre établissement, peu importe, ce qui vous intéresse, ça sera l'avis final et comment préparer la commission. Voilà, sachez qu'il y a différents niveaux et ça, c'est encadré par des arrêtés préfectoraux. Et on va y revenir. Il y a des cas particuliers également, des groupes de visite où c'est pas forcément toute la commission qui se déplace, mais uniquement, vous pouvez voir simplement un préventionniste et le représentant du maire, que deux personnes. C'est pas ce à quoi on s'attend, mais pour autant, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on y reviendra juste après sur ce cas particulier des groupes de visite. Donc, dans les membres de la commission, on a un représentant du préfet, donc en général un membre du corps préfectoral, le maire ou son représentant, un sapeur-pompier préventionniste, un représentant de la DDT
éventuellement un agent de la police ou de la gendarmerie. Ça, effectivement, c'est à nuancer en fonction du type et de la catégorie d'établissement. Ils sont pas forcément là pour chaque commission de sécurité. Ça, pareil, c'est encadré par des arrêtés préfectoraux propres à chaque département. Et par contre, dans tous les cas, effectivement, l'exploitant, il est tenu d'assister à la commission de sécurité ou de se faire représenter par une personne qualifiée. Ça, c'est encadré par le Code de la construction et de l'habitation. C'est quelque chose auquel vous pouvez pas couper. C'est l'article R143-42 du Code de la construction et de l'habitation qui le prévoit. Ensuite, en fonction des commissions, la commission, je vous l'ai déjà dit, la sous-commission départementale, qui est la commission la plus haute, a pour objet, elle, d'examiner tous les projets de construction, d'extension, les DACAM, donc les projets d'aménagement ou de transformation des établissements. Donc, sachez qu'en toute logique, à chaque fois que vous faites une modification dans votre établissement, un dossier devrait être déposé et prendra la forme soit d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux. Ensuite, les commissions peuvent procéder aux visites d'ouverture, donc ce sont les visites de réception de chantier ou les visites de fin de construction, et également de procéder soit sur sa propre initiative dans le cadre des visites périodiques qui sont prévues tous les 3 à 5 ans, ou à la demande du maire à différentes visites des établissements, qui peuvent se faire aussi également de manière inopinée. S'il manque un membre de la commission de sécurité, c'est un cas particulier. Si le membre a une voix délibérative, qu'on a vu précédemment, le pompier, le représentant du maire, le membre de la DDT s'il est prévu dans l'arrêté, la visite, elle est annulée. Après, dans certains cas, la visite de commission de sécurité sera annulée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'avis émis de manière officielle à l'issue de la visite. Néanmoins, s'il y a des risques avérés dans l'établissement connus, où le préventionniste peut être alerté par le maire, etc., on pourra quand même rentrer dans les lieux, faire la visite, et puis à l'issue, il n'y aura pas d'avis officiel émis, mais il y aura un document en général qu'on appelle visite technique, document de visite technique qui est remis au maire, et là le maire pourra éventuellement prendre des mesures de fermeture si le niveau de sécurité et de danger est immédiat pour le public. Et si la sécurité de votre bâtiment était consultable partout et tenait dans votre poche ? Fini les classeurs poussiéreux, les oublis, les doubles saisies, les recherches, les relances, les interrogations. Avec Batifire, centralisez toutes vos obligations réglementaires dans un registre de sécurité 100% digital, simple, intuitif et toujours à jour. Pilotez la conformité de votre patrimoine grâce à 13 modules complémentaires conçus pour vous faire gagner du temps, réduire les risques, renforcer la traçabilité et la collaboration. Batifire, passez au registre de sécurité nouvelle génération. Testez-le gratuitement dès maintenant. Là, on arrive sur le cas particulier que j'évoquais tout à l'heure des groupes de visite. Donc ça, c'est encadré par le décret 95 et le préfet peut créer ces groupes de visite. Ça permet de simplifier les démarches et c'est ce que je vous disais, c'est pas toute la commission qui se déplace quand on a un groupe de visite. On peut avoir éventuellement le sapeur-pompier préventionniste et le représentant du maire à minima qui vont faire la visite de l'établissement comme une commission de sécurité normale. Vous, dans ce qui a préparé, c'est exactement la même chose. Les attentes sont les mêmes. La seule différence, c'est que l'avis final ne sera pas donné le jour J. Si vous avez le groupe de visite qui passe le 1er juin, le groupe de visite va vous donner une orientation sur ce qu'il y a à faire dans votre établissement, sur l'avis qui sera proposé à la commission. Et lorsque la commission va se réunir plusieurs jours ou semaines plus tard, c'est là que l'avis définitif sera délivré. C'est-à-dire que le préventionniste va être à la préfecture ou à la sous-préfecture. Il va dire « j'ai visité tel établissement, le niveau de sécurité est le suivant ». Il va dire comment est tenu votre registre de sécurité. Il va expliquer comment se sont passés les essais. Il va expliquer où en sont les principales installations techniques et de sécurité de votre établissement. Et là, tous les membres de la commission réunis
la présidente, la DDT, la police, la gendarmerie va donner son avis et là, on fera la somme des avis et ça vous donnera soit l'avis favorable ou l'avis défavorable. Donc, l'avantage du groupe de visite, c'est que s'il manque des éléments le jour J, vous pouvez avoir du temps pour les transmettre au préventionniste s'il le veut bien, pour que l'avis puisse être le plus favorable possible le jour de la commission en préfecture ou en sous-préfecture. Mais si vous êtes là aujourd'hui, j'espère que vous n'aurez jamais besoin de redonner des documents complémentaires parce que vous aurez tout compris ce qu'il faut donner au moment du passage des membres. Alors, je vous coupe juste un instant. On a une petite question de Florent dans le chat. Donc, voilà. Donc, je la lis. En cas de travaux d'aménagement sur un ERP existant, modification de travaux, à la fin de ces travaux, doit-on convoquer une commission de sécurité? Alors, c'est une bonne question. Donc, déjà, lorsque vous faites des travaux d'aménagement, il y aura effectivement une autorisation de travaux qui devra être déposée en mairie. Et la commission va se prononcer sur ces travaux. Vous aurez certainement un avis favorable pour modifier votre cloisonnement intérieur, sous réserve éventuellement de quelques prescriptions. Et après, il y a effectivement deux possibilités et c'est pas tant à vous de le solliciter. C'est la commission de sécurité qui dira voilà, les travaux, ils sont mineurs. C'était un établissement qu'on doit visiter tous les 3 à 5 ans. On sait qu'on y retourne dans 18 mois. On en profitera à l'occasion de la prochaine visite périodique pour faire la réception des travaux en même temps. Ou alors, c'est des travaux qui sont dimensionnants et qui ont vraiment un impact sur le niveau de sécurité de l'établissement. Dès qu'ils sont finalisés, on va en profiter pour aller les réceptionner officiellement et on fera en même temps la visite périodique. Voilà. C'est-à-dire que si la visite périodique était prévue 1 an plus tard, on est en 2026 par exemple, mais on en profitera en 2025 pour réceptionner vos travaux et redonner un avis favorable et une nouvelle périodicité pour 3 ans par exemple. Deuxième question, si on transforme une salle ERP en établissement recevant des travailleurs, doit-on faire une déclaration? Oui, tout à fait. Il doit toujours y avoir une déclaration de fait en mairie puisque l'établissement sera déclassé, ne sera plus ERP et ça permettra de mettre à jour la base de données. Et donc, ça sera un établissement qui sera plus soumis à visite. Impeccable. La partie cloison, la réponse a convenu. Parfait. Pour vous, Monsieur Marie, la réponse est claire? Pour la question sur la salle ERP transformée en ERT, impeccable. Bon, je poursuis du coup. Les visites d'ouverture, elles sont effectuées par la commission de sécurité compétente et elles permettent de vérifier la conformité de l'ensemble des installations techniques comme c'est marqué sur PPT, mais aussi sur le projet, de s'assurer que le projet est en corrélation avec ce qui a été déposé dans le cadre d'un permis ou d'une autorisation de travaux. Ensuite, en général, ce qui est attendu, c'est que la demande de visite est effectuée auprès du maire au moins avant la date d'ouverture, ce qui va permettre de faire toute la partie programmation. Je rappelle que pour pouvoir convoquer une commission de sécurité, il y a un délai minimum légal pour que l'avis ne soit pas attaquable de 11 jours. Donc, 1 mois, c'est bien, ça permet de vraiment être sûr qu'on va être dans ce délai minimum de 11 jours. Ensuite, il y a le cas particulier pour les réouvertures d'établissements, des établissements fermés depuis plus de 10 mois où le Code de la construction de l'habitation prévoit dans ce cas-là une visite obligatoire. Et lorsque on est dans ce cas-là, je précise, hein, c'est souvent une question qui me revient, c'est qu'un établissement fermé depuis plus de 10 mois, c'est un établissement fermé de manière officielle. C'est-à-dire c'est un établissement pour lequel la mairie a pris un arrêté de fermeture puisque l'établissement était plus exploité depuis longue date. Nous, on a souvent le cas en montagne où les établissements, pendant 10 mois, ils sont pas exploités. C'est lié à leur configuration normale, mais pour autant, il n'y a pas d'arrêté de fermeture. Donc, on refait pas de visite d'ouverture à chaque fois. Pour autant, ça veut dire que l'établissement, il est considéré comme étant ouvert et que, en tant qu'exploitant, vous devez continuer à suivre vos installations techniques et de sécurité au fil de l'eau et que tout soit parfaitement à jour. En ce qui concerne les visites de réception, je poursuis les documents qui doivent être envoyés à la commission de sécurité dans un délai de 3 jours avant la visite. Dans l'idéal, c'est l'attestation de solidité à froid du maître d'ouvrage. Ça, c'est l'attestation sur laquelle
le maître d'ouvrage mentionne qu'il a réalisé tous les travaux conformément aux règles de l'art pour assurer la sécurité et la stabilité, surtout la stabilité à froid du bâtiment. Et également, il va falloir transmettre l'attestation de solidité à froid faite dans le cadre d'une mission L, c'est-à-dire c'est une mission qui est réalisée par un bureau de contrôle compétent et qui peut éditer ce type d'attestation. Pourquoi ces deux documents sont structurants? C'est que l'arrêté de 95 le précise, la commission de sécurité, elle n'est pas compétente de manière structurelle. Sur les stabilités à froid, on n'est pas habilité, lorsqu'on est préventionniste sapeur-pompier, à faire une ingénierie de béton et de savoir si les épaisseurs, les forces portantes, etc. sont respectées. Donc ça, c'est pour ça que c'est fait de manière indépendante par un organisme spécialisé. Et c'est sur ce document qu'on pourra dire, oui, les gens peuvent rentrer parce qu'il n'y a pas d'effondrement possible. Donc sans ce document, ayez bien ça en tête, sans ces deux documents, il n'est pas possible pour la commission d'émettre un avis favorable à la réception de travaux. Et le troisième élément important, c'est ce qu'on appelle le VRAT, vous avez peut-être déjà entendu parler, ou RVRAT, c'est ce qui veut dire rapport de vérification réglementaire après travaux. C'est effectué par un organisme agréé et nous, on s'appuie sur ce document. Lorsqu'on vient en visite de réception, il n'est pas possible pour nous de s'assurer que chaque porte coupe-feu, elle est bien son PV, que chaque mur est bien ou cloison, elle est bien coupe-feu 1 heure, etc. C'est plus le moment de faire ça. C'est le rôle d'un organisme agréé en contrôle technique qui, lui, vient pendant la phase chantier, il regarde tous les PV coupe-feu de ce qui est mis en place et lui va nous faire un rapport où il nous dira telle porte, elle est conforme, telle cloison, elle est conforme, tel système de chauffage est conforme. Et c'est notre base de travail pour pouvoir faire la réception de travaux dans votre établissement. Enfin, en ce qui concerne la défense extérieure contre l'incendie, si vous avez dû faire des modifications de DECI, c'est ce qu'on appelle la défense extérieure contre l'incendie, voire implanter un nouveau poteau, effectivement, il y a des documents à transmettre qui sont encadrés par la NFS 62-200 de mémoire. Moi, ce que je vous conseille, c'est au préalable, s'il y a des poteaux qui sont installés, les PV de mise en service des poteaux, c'est de les faire en amont en lien avec le SDIS qui a forcément un service en charge de la DECI et de faire réceptionner ce poteau et ce qui permettra directement d'avoir le poteau officiellement créé le jour de la visite. Les visites périodiques, elles sont effectuées d'une manière générale tous les 3 à 5 ans pour les établissements, et on y reviendra, encadrés par l'article GE4 et qui sont soumis à visite périodique. Les établissements de 5e catégorie ne sont pas soumis à visite périodique. Et enfin, qu'est-ce qui décide le 3 ou le 5? C'est le règlement de sécurité par l'article GE4 qu'on verra juste après. L'objectif de ces visites, c'est de s'assurer que le propriétaire respecte toutes les obligations de sécurité en matière de prévention incendie, de s'assurer que toutes les mesures dédiées à l'évacuation des PSH sont respectées et en place, de s'assurer de l'entretien de l'intégralité des installations techniques et de sécurité ainsi que des moyens de secours. Et aussi, et ça c'est quelque chose qu'on peut oublier, c'est que la commission, et c'est prévu par le Code de la construction et de l'habitation, à l'article R143-41, a la latitude de demander des aménagements éventuels ou des mesures d'amélioration, y compris dans les établissements existants. Souvent, on a tous en tête l'article GEN 10 qui dit que on ne modifie pas, il n'y a pas d'obligation à modifier l'existant, ce qui est vrai. Après, en fonction du niveau de sécurité, des contraintes et des possibilités, des mesures d'amélioration peuvent être proposées. Alors, il y a une question. Il y a des documents nous permettant de savoir quel type de RP, catégorie, obligations réglementaires. Alors, j'imagine que dans votre question, vous voulez savoir si pour un seul type de RP et telle catégorie, quelles sont les obligations à respecter à proprement parler, un espèce de canevas qui vous permettrait d'être sur ce qu'il y a à suivre, c'est ça?
Non, malheureusement, ce type de document, à ma connaissance, n'existe pas forcément. Il peut y avoir pour chaque établissement des prédécesseurs, des anciens responsables sécurité qui ont mis ça en place, mais c'est tellement propre à chaque cas d'espèce que moi je trouve que ça serait pas forcément pertinent de les mettre en place. Après, quant à savoir si un bâtiment a un ERP de quelle catégorie, ça forcément c'est mentionné. Si le bâtiment n'est pas encore livré, c'est-à-dire pas encore ouvert au public, ça sera mentionné sur l'avis de la commission de sécurité au moment du permis de construire. Et si l'établissement est déjà ouvert, il faut prendre le rapport précédent. Et le rapport précédent vous marquera forcément quel type et catégorie de RP intéresse le bâtiment en question. Oui, après, après la définition d'un ERP, elle est précisée dans le CCH, comme le fait remarquer Monsieur Fay, mais pour savoir vraiment quel est le classement, ce qui fait foi et la seule entité habilitée à classer un établissement, c'est la commission de sécurité. C'est-à-dire que nous, on le voit souvent, des projets nous arrivent en 4e catégorie et lorsqu'on refait, nous, l'intégralité de l'étude, on se rend compte en faisant les mètres, les surfaces au mètre carré, etc., que en fait, c'est un établissement qui n'est pas de la 4e, mais de la 3e catégorie. Donc, on le classe en 3e catégorie et c'est ce qui fait foi et c'est uniquement la commission de sécurité qui a cette compétence-là. Alors, les visites périodiques. Donc, je vous ai dit, les ERP de 5e catégorie sont pas soumis à visite périodique. C'était à moitié vrai. Effectivement, les établissements qui comportent des locaux à sommeil sont systématiquement visités par la commission de sécurité, tous. Lorsqu'ils sont de la 5e catégorie, la périodicité de visite est tous les 5 ans. Pour ce qui est des établissements du premier groupe, donc c'est-à-dire première, deuxième et troisième et 4e catégorie, la périodicité de visite elle est encadrée par ce tableau. Donc, c'est une extraction de l'article GE4 du règlement de sécurité. Et là, vous voyez tout le détail. Si on est en première catégorie, globalement, on sera toujours visité tous les 3 ans. Si on est en 4e catégorie et qu'on est un type J, on sera visité tous les 3 ans. Mais par contre, si on est un type M, on sera visité tous les 5 ans. Attendez, je suis désolé, je coupe un téléphone. Excusez-moi. Et c'est sur ce tableau-là que vous allez pouvoir savoir à quelle périodicité va passer la commission de sécurité. Donc, en synthèse, soit sur la base du permis de construire ou du rapport précédent, vous connaissez le type et la catégorie de votre établissement, puisque c'est marqué sur le PV de la commission de sécurité. Et à partir de ce moment, vous avez toutes les informations nécessaires pour vous reporter sur le tableau et savoir à quelle périodicité passera la commission de sécurité. Je reviens juste en arrière pour vous apporter une précision. L'article GE4 du règlement de sécurité, à son paragraphe 3, il apporte une nuance, c'est-à-dire que les établissements qui sont visitables tous les 3 ans et qui n'ont pas de locaux à sommeil, ça c'est une nuance importante, pas de locaux à sommeil, peuvent être visités tous les 5 ans après avis de la commission de sécurité si les 2 avis précédents sont favorables. Prenons l'exemple, vous êtes dans un centre commercial classé en 2e catégorie, il y a eu 2 avis favorables successifs, vous devriez être visité tous les 3 ans. Il est possible que la commission de sécurité ait décidé d'étendre votre périodicité et que la périodicité de visite est étendue à 5 ans. Mais ça, encore une fois, à la fin du rapport, si vous lisez bien, c'est toujours, ça sera toujours mentionné. Pour combien de temps l'avis est valable. Voilà. Vous disposez d'un avis favorable à la poursuite d'exploitation pour 3 ans ou pour 5 ans. Les visites inopinées, je m'attarde pas, c'est vraiment des cas particuliers. C'est dans le cadre de ces polices administratives, le maire peut décider de faire ce type de visite s'il a connaissance de manquements graves. Dans ce cas-là, le déroulé de la visite va être relativement similaire à une visite classique et on va y revenir. En général, c'est en 4 temps. On a dans un premier temps la vérification administrative. Ensuite, donc vérification administrative, j'entends, on regarde votre registre de sécurité, on regarde les attentes de la commission précédente,
Ensuite, on regarde les différents rapports structurants, donc le rapport de vérification du SSI, par exemple, les rapports de désenfumage. Ensuite, dans un deuxième temps, on va procéder à la visite de l'établissement. Puis, dans un troisième temps, on fera généralement, c'est pas commun à tous les préventionnistes, mais des essais sur site. Et ensuite, quatrième temps, la délibération à huis clos des membres, soit de la commission, soit du groupe de visite, comme on en a parlé au début de la session. En cas d'urgence, chaque seconde compte. Mais que se passe-t-il si les informations essentielles de vos bâtiments sont introuvables, inaccessibles ou obsolètes? Les secours ne pourraient donc pas en disposer pour intervenir plus rapidement et efficacement. Grâce à la solution digitale Batifire, les pompiers et autres services partenaires accèdent instantanément et gratuitement aux informations essentielles, telles que les plans, contacts, consignes et les biens à préserver en priorité. Notre module secours est toujours disponible, même hors connexion, afin d'apporter un service en toutes circonstances. Batifire, pour que vos bâtiments soient connectés au secours. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Va en découler plusieurs types d'avis. Ça sera toujours un avis favorable ou un avis défavorable. Soit c'est un avis favorable sans prescription. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tout est parfait. Ensuite, un avis favorable assorti de prescription, donc assorti de mesures à réaliser. Et également, ça peut être aussi un avis défavorable avec des mesures à réaliser ou un avis défavorable avec une fermeture administrative immédiate. Donc ça, c'est fait directement par un arrêté du maire. C'est une situation qui est, faut se le dire, rare et heureusement. Ce qui est important de retenir pour vous, pour les exploitants aujourd'hui, c'est que un avis favorable, c'est très bien. Mais quand il y a des prescriptions, il est important d'y répondre. Je prends un exemple volontairement absurde pour que ça soit très clair. On peut avoir un avis favorable avec en prescription lever les non-conformités mentionnées dans le rapport de vérification triennale du SSI. Et ce rapport de vérification, il fait état de grosses non-conformités. S'il y a quoi que ce soit dans votre établissement, vous serez quand même tenu responsable. Le fait de ne pas d'avoir un avis favorable ne vous sauve pas et ne vous met pas à l'abri de tout danger ou de tout recours s'il y a un problème dans votre établissement. Le contenu des prescriptions est vraiment structurant et je vous invite, dès l'instant que vous avez le PV de la commission, de ne pas passer l'étape où on est content et satisfait d'avoir un avis favorable, de tout de suite se plonger dans ces prescriptions parce que c'est vraiment un élément structurant qui est gage de la sécurité d'une part et de la protection des exploitants ou des chargés de sécurité que vous pouvez être. Alors, est-ce que c'est à la mairie de vérifier si les mesures sont bien réalisées? Non, pas forcément. C'est surtout déjà sur ce sujet-là, le niveau de sécurité et dans le code de la construction de l'habitation, c'est bien mentionné à plusieurs endroits. C'est toujours les propriétaires et les exploitants qui sont en première ligne, jamais les mairies. Ensuite, certaines mairies sont proactives et veulent s'en assurer. C'est pas interdit et pourquoi pas. Mais c'est surtout aux propriétaires, aux exploitants et éventuellement aux chargés de sécurité de s'assurer que les mesures sont bien réalisées et surtout de conserver les attestations de réalisation de ces mesures. Voilà. Je prends un exemple volontaire. On a une chaufferie sans porte coupe-feu. La commission de sécurité dit mettez une porte coupe-feu en prescription et 3 mois ou 6 mois après, on a un feu de chaufferie avec propagation à l'établissement. Forcément, si je suis expert assurance, je vais dire oui, mais c'est normal, il y a eu une propagation parce qu'il n'y avait pas de porte coupe-feu, la commission de sécurité l'avait souligné. Si vous, à ce moment-là, vous avez de quoi justifier que entre-temps, la porte coupe-feu avait bien été mise en place, vous serez indemnisé, vous serez couvert. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, c'est là où ça crée un vide et ça vous expose en tant que propriétaire, exploitant ou responsable de sécurité. Donc, toujours bien conserver les attestations qui correspondent aux prescriptions qui ont été mises par la commission de sécurité. Ça, c'est fondamental pour vous.
Je vous en prie, si la réponse a convenu, c'est parfait. On en vient sur le registre de sécurité, qui est un élément fondamental et structurant sur lequel on doit avoir l'ensemble de ces éléments. Donc là, c'est simplement un copier-coller du Code de la construction et de l'habitation à l'article R143-44, où on doit retrouver dans le registre de sécurité l'état du personnel chargé du service de sécurité, de toutes les consignes générales et particulières qui visent à s'assurer de l'évacuation des personnes en situation de handicap, de toutes les dates et des différents contrôles de vérification qui a eu lieu dans l'établissement sur toutes les installations techniques de sécurité, ainsi que les observations et éventuellement les levées correspondantes. Je parlais de la triennale SSI tout à l'heure, donc effectivement, s'il y a des non-conformités dessus, il faut pouvoir justifier que ces non-conformités sont levées par différents documents. Et également les différentes dates des travaux d'aménagement et de transformation qui a eu lieu dans l'établissement depuis la dernière visite. Voilà, c'est vraiment le carnet de santé de votre bâtiment. Oui, ça c'est en ce qui concerne le registre de sécurité, il est bien présent dans l'établissement. C'est une question qui revient souvent. Certains préventionnistes, je sais qu'ils l'imposent. Si je reste terre à terre sur ce qui est demandé, enfin terre à terre, très réglementaire sur les attentes du règlement de sécurité, c'est pas mentionné. Voilà, c'est pas mentionné que le registre de sécurité doit être physiquement sur place. On va revenir sur le registre de sécurité dématérialisé qui est acceptable et qui de fait n'est pas physiquement dans l'établissement. Donc c'est sûr que c'est mieux lorsqu'on vient dans un établissement, qu'on a une question à poser, qu'on ait tous les éléments sur place, c'est mieux. Mais encore une fois, comment l'imposer? Si aujourd'hui je devais prescrire d'avoir le registre de sécurité physiquement sur place dans l'établissement, j'ai aucun moyen de l'écrire d'un point de vue réglementaire. Voilà, je peux dire que c'est mieux, c'est plus appréciable, mais réglementairement, c'est cet article-là que vous voyez au tableau en diapo. Et ça ne fait pas mention qu'il doit être physiquement sur place. Voilà. Il doit être complet, il doit avoir tous ces éléments. Si on vous demande un élément de votre établissement ou une attestation de levée correspondante à une vérification technique, vous devez être en mesure de la fournir, mais rien n'impose de l'avoir sur place physiquement. Donc, dans les bonnes pratiques, en ce qui concerne la levée des prescriptions, quand vous préparez tous les éléments pour l'arrivée de la commission de sécurité, on a en général, c'est de mieux en mieux fait, je trouve. On a des classeurs qui sont bien faits, qui sont bien détaillés. On a toutes les installations techniques et de sécurité par onglet, et c'est très bien. Ce qui pêche, je trouve, aujourd'hui, c'est que le dernier PV de la commission de sécurité n'est pas toujours présent, il n'a pas toujours été relu et ça montre que la commission de sécurité, elle n'a pas été suffisamment préparée sur ce point-là. Parce que c'est très bien de suivre ces installations techniques et de sécurité, mais quelles étaient les attentes de la commission? Est-ce qu'il y a des points particuliers? Eh ben, c'est important que ça soit vu avec le rapport au préalable. Donc, n'oubliez pas de les préparer, de les lire et n'hésitez pas à dire aux préventionnistes, moi, j'ai tout bien relu, la description d'établissement est incomplète ou il y a une coquille à tel et tel endroit. Ça montre le sérieux et que vous prenez en compte l'intégralité des documents qui vous sont transmis post-commission. Ça, je vous conseille de le faire au plus tôt dès la fin de la visite pour lever les prescriptions, parce que des fois, il y a des prescriptions qui vont nécessiter de mettre en place des dossiers et ça peut être long. Et 3 ans, quand on est dans ce cas-là, ça revient vite. Et à minima, de refaire un point un an avant la prochaine visite périodique de l'établissement. Ensuite, il faut, dans la continuité de ce que je viens de dire sur les attendus de la commission, il faut aussi, donc c'est les attendus de la commission en visite périodique, mais il y a aussi les attendus de la commission dans le cadre des permis de construire et des autorisations de travaux. Effectivement, si on reprend la question de tout à l'heure, on demande à modifier les cloisons et qu'il y a un dossier qui est déposé, si la commission de sécurité met un avis favorable en rajoutant une prescription supplémentaire,
en disant qu'elle veut voir des portes de recoupement dans la circulation, par exemple, parce que ça améliore le niveau de sécurité et qu'elle profite du fait qu'il y a des travaux, et si cette porte-là, elle n'est pas en place, ça va bloquer parce que ça part du postulat que les attendus au permis ou à l'autorisation de travaux n'ont pas été pris en compte. Donc ça, c'est important également. Et quand il y a une réception de travaux, il faut toujours s'assurer qu'un bureau de contrôle est passé et qu'ils ont édité un rapport de vérification réglementaire après travaux pour s'assurer de la conformité des matériaux qui ont été mis en place et des dispositions techniques et architecturales pour y arriver, et ainsi que la solidité à froid s'il y a eu des travaux structurels. Je m'arrête une minute pour répondre à une question. Sur les sites où un RUS a été demandé par la commission de sécurité, donc un responsable unique de sécurité, dans le cas où celui-ci alerte un propriétaire exploitant sur des problématiques, mais que ces demandes ne sont pas prises en compte, le RUS est mis en cause par la commission ou bien lors d'un sinistre. Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est une mission pas facile que vous avez, les responsables uniques de sécurité. Moi, en général, on a souvent affaire à des Russes. On voit bien lorsque le Russe il met beaucoup de choses en place et qu'il fait des convocations en assemblée générale, il participe éventuellement à des assemblées générales extraordinaires, il fait de la documentation, il explique quelles sont les obligations et qu'il est confronté à des propriétaires exploitants qui ne veulent pas avancer. La commission, en général, fait que maintenir des prescriptions sans forcément viser le responsable unique de sécurité. Malgré tout, on est obligé de dire ce sont des mesures qui ne sont pas faites et il faut les faire. Donc après, le Russe, lui, c'est dans ses prérogatives de les faire respecter. Il est à nouveau confronté au même mur devant le propriétaire exploitant qui est récalcitrant ou non proactif. La seule chose que je peux vous conseiller pour ne pas être mis en cause en cas de sinistre, c'est de vous faire un dossier où vous pouvez faire état de vos multiples relances, et c'est ça qui permettra de faire un transfert de responsabilité en cas de sinistre. C'est ce qui permettra de justifier que vous étiez dans votre rôle, vous avez mis en place tout ce que vous deviez mettre en place. Maintenant, quand on parle à des murs, on parle à des murs. Donc, c'est pas facile. Donc, gardez toutes les traces. C'est ce que je peux vous conseiller dans ce cas-là pour pouvoir être protégé en cas de sinistre. Et après, essayer de s'adjoindre. C'est ce qu'on essaie de conseiller. C'est le conseil qu'on donne. Les autres propriétaires exploitants qui, eux, sont proactifs et ont une sensibilité un peu plus développée sur la sécurité incendie, à dire allez voir ce propriétaire pour lui dire qu'il faut avancer. Les vérifications techniques, ça c'est plutôt bien fait, donc j'avance sur ce point-là. En visite périodique, on s'assure, là il y a un exemple de périodicité, que votre système de désenfumage, votre système électrique, tout a été vu par un organisme compétent dans l'année. Faites bien la différence, et c'est prévu dans ce tableau-là, quand c'est pas forcément uniquement un technicien compétent, mais dans certains cas, ça peut être un organisme agréé. Donc ça, c'est un point important. C'est que ça soit l'organisme agréé qui vienne faire les vérifications techniques. Et une fois qu'ils vous remettent le rapport, lisez bien ce rapport, allez directement aux non-conformités et faites toutes les mesures nécessaires pour les lever. Nous, ce qu'on va vérifier, c'est que le chef d'établissement, il s'assure bien que toutes les consignes sont à jour, que tout l'affichage est à jour. Également, en ce qui concerne les exercices d'évacuation, si on est sur des types d'établissements où ces exercices sont réglementairement exigibles, qu'ils soient bien effectués, et que le registre de sécurité est à jour également. Ça, c'est ce qu'on regarde en visite. Dans les bonnes pratiques, oui, 8 jours avant, faites-vous une petite commission de sécurité à froid où on essaye de discriminer tous les éléments que vous voyez en photo, chaque porte calée, chaque stockage excessif, etc. Ça permet de faire du tri et ça permet de montrer que l'arrivée de la commission a été préparée. Le jour de la visite,
On en a parlé, c'est tous ces rapports-là qui seront relus. Petit focus sur l'évacuation des personnes en situation de handicap parce que je trouve que c'est des fois un sujet qui manque. Lorsqu'on dit qu'on met en place de l'aide humaine, il faut que ça soit réellement en place. C'est-à-dire que quand on croise un membre du personnel de votre établissement, il est au courant que s'il y a un sinistre et que comme lui il travaille au rez-de-chaussée, il doit venir participer à l'évacuation des personnes de plein pied sur l'extérieur. Que si on est en hôtel, que telle et telle chambre, elles sont dédiées à l'évacuation différée des PSH et qu'il est tenu de les surveiller et d'alerter les secours à leur arrivée. Voilà, c'est des mesures simples, mais pour qu'elles soient crédibles et prises en compte par la commission de sécurité, il faut que ces consignes soient clairement formalisées par vous en tant qu'exploitant ou responsable de sécurité et que chaque membre du personnel en ait connaissance. Et ça doit faire l'objet d'une partie à part entière sur les formations annuelles. Les erreurs à éviter, bon, on s'en doute, hein, c'est les registres qui sont mal rangés, mais c'est de moins en moins vrai. Mais surtout, c'est pour moi, je répète, c'est de ne pas avoir les rapports précédents et de ne pas avoir les levées correspondantes aux prescriptions de la commission de sécurité ou aux anomalies relevées par vos rapports électriques, vos rapports SSI, vos rapports gaz, etc. Voilà un tableau de synthèse type qui est très bien à présenter à la commission de sécurité. Ça, c'est parfait. Lorsque tout est déjà calibré, ça permet aux préventionnistes d'aller droit au but et de dire sur l'ensemble de ces documents, je voudrais juste voir tel et tel document, par exemple. En général, moi, je m'attarde uniquement sur les SSI, sur les parties des enfumages, sur vraiment les éléments dimensionnants. Le registre de sécurité numérique, il rentre de plus en plus dans les mœurs, c'est tant mieux. De la même manière, on ne peut pas imposer que le registre de sécurité soit sur place. Le code de la construction et de l'habitation ne dit pas que le registre de sécurité doit être en papier. Donc, les registres de sécurité sont numériques, sont largement acceptables. Et c'est, je trouve, pour en avoir vu quelques-uns, un outil de gestion qui est plutôt intéressant, avec tout un système de rappel, avec un système de suivi des non-conformités, d'extraction juste avant le passage de la commission de sécurité. En fonction du dimensionnement de votre établissement, c'est, je trouve, un outil particulièrement pertinent. Les plus qui font la différence le jour J, on l'a évoqué, mais c'est surtout montrer que vous avez que vous attendez la commission en mettant à disposition une salle, etc. Et tous ces éléments dont on a largement parlé de préparation sur les documents, c'est ça qui va faire la différence. Et également du matériel nécessaire aux essais. Voilà. Si vous voulez, si vous avez un essai de catégorie A, d'avoir une perche permettant de faire des essais de détection dans votre établissement, c'est un vrai plus déjà pour les essais à venir et pour montrer que vous connaissez le règlement de sécurité et que vous mettez tout en œuvre pour que la commission se passe bien. Les essais, ils sont prévus dans le cadre de l'article MS 74. Donc, ne soyez pas surpris si le préventionniste veut faire des essais. Je trouve pas ça, c'est pas fait pour vous piéger. En général, les essais, c'est fait pour faire un point à T0 du niveau de sécurité de l'établissement. Il peut y avoir des coquilles. Enfin, moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait quelques portes coupe-feu qui ne se ferment pas ou un volet de désenfumage qui va me dysfonctionner. C'est de la technique et il peut y avoir des problèmes. C'est pas ça, sauf à ce que rien ne fonctionne. Où il y aura, oui, un avis défavorable sur ce motif-là, mais il peut pas y avoir un avis défavorable parce qu'il y a un ou deux DAS qui n'ont pas fonctionné. On sait très bien aujourd'hui que c'est des installations qui sont techniques et qui peuvent dysfonctionner. Donc, faut pas paniquer parce que des essais sont réalisés. Par contre, anticipez et prévenez bien vos clients. Les motifs d'avis défavorables, en général, ils sont liés à des risques d'éclosion manifestes, problème électrique, stockage anarchique, etc. Des risques de propagation lorsqu'on a des défauts de recoupement sur des gaines verticales, sur des défauts d'empoisonnement des escaliers et où tout ça va avoir forcément un enjeu sur l'atteinte des cibles.
c'est ça qui peut motiver un avis défavorable. Alors attention, souvent en commission de sécurité plénière, lorsque j'ai réalisé mes groupes de visite, je me retrouve assez confronté à des présidents de commission qui veulent mettre des avis défavorables aujourd'hui parce que les prescriptions émises par la commission de sécurité précédemment ne sont pas respectées. Donc, c'est pas forcément pertinent, mais c'est pas le débat du jour. Tout ça pour dire que, au-delà du niveau de sécurité, le manque de sérieux aujourd'hui est de plus en plus pris en compte. D'où l'intérêt de bien anticiper, de bien préparer vos commissions. Les responsabilités et les sanctions, je vais vite passer pour garder du temps sur les questions. Il y a l'exemple du Cuba Libre que vous pourrez largement regarder sur Internet. Donc, il y avait eu des décès sur feu où les exploitants ont largement été mis en cause et condamnés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Code de la construction de l'habitation, il vise à chaque fois les propriétaires et les exploitants. Alors oui, vous êtes exposé si la faute est manifeste. Ce qui vous sauve, c'est d'avoir un registre de sécurité à jour avec et parfaitement tenu en termes de levée des non-conformités. Voilà, c'est ça qui va pouvoir vous sauver et d'éviter les sanctions qui s'affichent. J'en termine par les demandes de dérogation au règlement de sécurité. Les demandes de dérogation, c'est encadré par l'article R143-13 du CCH. Donc, pour être clair, aujourd'hui, le règlement de sécurité, il est général, il n'est pas applicable à tous les établissements et on peut, soit en aggravation, soit en atténuation, accepter des choses en plus ou en moins dans un établissement, sous réserve d'atteindre un certain niveau de sécurité pour que le public soit en sécurité, mais pour que aussi vous, en tant qu'exploitant, vous soyez pas confronté à des trop grosses contraintes. Donc, je m'explique et je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. On pourrait très bien, au titre du règlement de sécurité, si vous gérez un centre de vacances, vous dire le désenfumage des circulations, il est obligatoire et vous devez faire ces travaux. C'est des travaux dimensionnants, très coûteux, pas facile à mettre en œuvre. Pour autant, on pourrait accepter qu'il n'y ait pas de désenfumage dans votre établissement sous réserve d'atteindre un niveau de sécurité équivalent, c'est-à-dire le désenfumage, il vise à ce que dans un centre de vacances, les enfants sortent tout en étant à l'abri des fumées. Quelle pourrait être la solution équivalente? La solution équivalente, ça serait que chaque chambre ait un accès directement, soit de plein pied sur l'extérieur, soit via un système de balcon filant qui permettrait d'évacuer directement à l'air libre. Et donc, si on est à l'air libre, on est à l'abri des fumées. Et donc, du coup, est-ce qu'il est pertinent de rester sur des mesures d'amélioration très coûteuses et très chères de désenfumage? Pas forcément. Pour autant, cette démarche-là, elle n'est pas forcément imposable à la commission de sécurité. C'est vous, lorsque vous recevez les prescriptions, que vous pouvez réfléchir et vous dire, voilà, on me demande telle mesure, eh ben, il peut être pertinent que je sollicite une demande de dérogation parce que je sais que le niveau de sécurité sera atteint, sous réserve que je mette en place telle et telle mesure. Et ça, ce type de demande de dérogation, ça doit faire l'objet d'un passage en sous-commission départementale, ce qu'on voyait au tout début du diaporama, et dans le cadre d'une autorisation de travaux, où vous allez très clairement dire « je souhaite déroger à tel article de sécurité au motif que d'un point de vue structurel, architectural, économique, c'est pas faisable ou disproportionné, et en mesure compensatoire, ce que je prévois de mettre en place pour que le public soit en sécurité et que le niveau requis et que l'objectif, au final, attendu par le règlement de sécurité soit atteint, c'est telle et telle mesure. Et dans ce cas-là, la commission vous dira potentiellement, oui, on accepte, pourquoi pas, sous réserve de telle et telle mesure. Et donc là, on viendra en réception de travaux s'assurer que toutes les mesures sont en place et on pourra lever un sujet dans votre établissement sur une mesure qui vous était imposée par le règlement de sécurité. Donc, j'insiste, ça doit être validé par la commission de sécurité. C'est pas quelque chose que vous devez présenter à la commission le jour de son passage. C'est quelque chose qui se fait bien en amont
et qui est décidé et validé par la sous-commission départementale, donc qui est le niveau le plus élevé dans le département. Donc en général, quand la commission de sécurité passe, c'est soit une commission communale ou une commission d'arrondissement, donc on est sur un niveau inférieur qui n'a pas compétence pour valider ce genre de mesures. Pour féliciter, donc c'est ce que je vous disais, c'est dans le cadre d'une autorisation de travaux, vous devez remplir un CERFA et il faut bien cocher la case prévue à cet effet sur la partie 5.1 pour que ça soit pas attaquable au tribunal administratif et formuler la demande de dérogation comme je viens de vous l'expliquer dans le cadre de la notice de sécurité. L'important, c'est de bien étayer vos contraintes sur le sujet en question. Voilà, ce qu'il faut retenir sur la commission de sécurité, c'est que au moment où vous allez accueillir la commission, vous devez être dans l'anticipation et s'assurer que toutes les prescriptions de la précédente visite, elles ont été levées, que tous les travaux qui ont été faits dans l'établissement, ils ont bien été déclarés, qu'ils ont été achevés et qu'ils ont bien été réceptionnés avec les documents qu'on a vus par un bureau de contrôle. On ne doit pas arriver en visite et nous dire le SSI il fonctionnait plus bien, alors on l'a changé complètement. Non, c'est pas des choses qui s'entendent en commission de sécurité, c'est des choses qui s'anticipent et qui se déclarent. Le suivi des installations techniques et de sécurité, que tout est OK et surtout que vous pouvez justifier que les éventuels écarts au moment des visites ont été levés, que le registre de sécurité est complet et renseigné, y compris avec les mesures sur les personnes en situation de handicap, et que le personnel est bien formé à l'utilisation des moyens de secours, même si dans votre établissement, ce n'est pas des SIATR. L'article MS 46 prévoit bien que le personnel désigné, il est formé et apte à utiliser les moyens de secours. Voilà. N'oubliez pas qu'en cas de contrainte, des dérogations sont envisageables. Et dans ces conditions, vous pourrez accueillir la commission de sécurité dans de bonnes mesures et il n'y a aucune raison d'avoir un avis défavorable à l'issue lorsque tout est bien anticipé et bien préparé, comme on l'a évoqué. Est-ce qu'il y a, j'ai dépassé un tout petit peu, je suis désolé, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, c'est tout bon. Bon, au moins pour un. C'est tout bon, c'est tout bon, c'est très clair, super. Du coup, merci lieutenant, merci pour toutes ces informations. Moi, je vais continuer quelques minutes sur la solution Batifier. Donc, qu'est-ce que Batifier? C'est une solution qui facilite le pilotage de la conformité réglementaire des bâtiments grâce à 14 registres et dossiers techniques et réglementaires. Donc, vous avez les registres amiante, APSAD, carnet sanitaire, ICPE. Elle permet vraiment aux propriétaires, exploitants, gestionnaires et responsables de sécurité de centraliser, suivre et anticiper du coup toutes les obligations légales liées à la sécurité incendie et à la réglementation des ERP ou tout autre type de bâtiment. C'est vrai que Batifier du coup améliore réellement la traçabilité et la réactivité des équipes en charge de la sécurité, donc tout en réduisant des risques de non-conformité. Voilà. Donc, si vous voulez une démo, je vais vous mettre dans le chat un contact pour qu'on puisse vous faire une démo de la solution. Hop. Voilà, vous pourrez trouver là-dessus. Je vais vous présenter quelques minutes aussi les fonctionnalités de l'application. Donc, vous aurez un accès du coup multi-utilisateur, un accès illimité pour vos collaborateurs et un accès aussi pour les prestataires. Parce que les prestataires pourront intégrer eux-mêmes le rapport sur la solution. Il y a une veille réglementaire aussi qui est intégrée, donc justement pour veiller à ce que vous soyez toujours conforme. Donc, il y a des rappels périodiques, des centres de notification avec des alertes mail, donc pour ne pas oublier du coup toutes ces informations-là. Il y a un pilotage des levées d'observation, une gestion des bons d'intervention et vous allez retrouver aussi un suivi des formations et des travaux. Voilà.
Et le vrai gain de temps, le lieutenant en a parlé tout à l'heure, c'est vous pouvez imprimer votre registre du coup parfaitement structuré en un seul clic. Voilà. Je passe vite fait du coup les témoignages. Vous pourrez les retrouver directement sur notre site internet dans la rubrique témoignages. Quelques clients aussi, voilà pour montrer voilà, un peu nos clients aujourd'hui. Et l'offre en ligne, pareil, vous pourrez faire une demande de contact directement sur notre site. Voilà. Donc du coup, on a dépassé de quelques minutes ce webinaire. Voilà, mais un grand merci au lieutenant Ruby pour toutes ces informations. Et voilà, je sais pas si lieutenant Ruby voulait ajouter quelque chose du coup pour cette fin de webinaire. Non, non, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair ou si vous avez une question complémentaire, je vous laisse mon mail. Donc, c'est sruby, donc S comme Simon, tout attaché, ruby et rubi, @sdis73.fr. N'hésitez pas, je vous ferai bien une réponse avec plaisir. Bon, bah voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vous allez recevoir aussi à l'issue de ce webinaire un petit questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez y répondre, voilà, on est toujours content d'améliorer à chaque fois nos webinaires et d'avoir des retours positifs. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et passez une très belle journée. Merci. Merci, bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir.